Avec un point sur l'outdoor dans les politiques publiques, donc, qui nous est présenté par Thierry Bedos, directeur adjoint du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, et par Francis Gaillard, responsable du pôle ressources national sport nature. C'est à vous. Bien, bonsoir à tous. Donc on va à deux voix avec Francis vous présenter comment l'outdoor aujourd'hui est positionné dans les politiques publiques. Alors c'est des politiques publiques vues du point de vue du ministère des Sports, puisque le pôle ressources sport de nature que nous accueillons au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes est une mission d'appui au ministère des Sports. Mais on essaiera aussi d'illustrer comment cela ça peut s'intégrer dans d'autres politiques publiques. Et puis au milieu de la présentation, je ferai aussi une très courte synthèse de ce qu'on a entendu depuis ce matin. Donc dans un premier temps, quelques rappels pour certains sur cette politique publique qui est appelée développement maîtrisé des sports de nature. Elle date du début des années 2000, initiée au sein du Code du sport et préalablement, on va dire, impulsée par les acteurs du mouvement sportif, les fédérations, dans le cadre d'une loi d'aménagement appelée loi Voynet pour les plus anciens d'entre nous, qui était une loi en 99 sur l'aménagement du territoire, qui avait repéré des schémas de services collectifs du sport et dans lesquels la pratique des sports de nature est identifiée comme un levier de développement des territoires. Pour faire court, elle a été, on va dire, déclinée sur différents outils institutionnels. Je ne vais pas les décliner ici, mais il y a 4 axes importants à retenir. Un premier sur l'accès aux lieux pratiques, puisque pour développer les territoires, il fallait dans un premier temps garantir que ces lieux de pratique restent accessibles pour l'ensemble des pratiquants, promouvoir une offre sportive de qualité, notamment appuyée sur la pratique encadrée en club ou organisée par des professionnels qui soient dans l'encadrement ou de l'événementiel, mais on en reparlera un petit peu après. Sensibiliser et éduquer les pratiquants avec un axe plus particulier sur les jeunes. Et puis un dernier volet sur la coordination des activités par milieu, les grands milieux terrestres, nautiques ou aériens, qu'on va voir derrière. Alors pour illustrer ces 4 points, comment cette politique publique a été appliquée, le fondement, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment la préservation des lieux de pratique. Ce matin, le conseil départemental du Pas-de-Calais nous disait qu'il avait voté en 2015 sa CDESI, donc sa commission départementale des espaces sites itinéraires. Donc c'est une compétence, c'est d'ailleurs la seule compétence spécifique au sport dans une collectivité, donc compétence assumée par les conseils départementaux qui aujourd'hui, pour un peu plus de 60 d'entre eux, se sont organisés à ces commissions et ont voté un plan départemental, donc qui est un document, on va dire, de planification qui permet de pérenniser justement ces deux pratiques en s'assurant qu'il n'y a pas de problématique de conflit d'usage, de préservation de l'environnement ou bien de problématiques de sécurité notamment. Sur ces départements, on voit qu'au-delà de ces compétences, ils sont aujourd'hui largement investis en matière de politique éducative, en matière de politique de mobilité. Donc la compétence initiale de sauvegarde des lieux pratiques, c'est bien élargi. Et notamment, on voit par un dispositif qui a été mis en place par le pôle ressources depuis maintenant 5 ans, qui est sur ICAT, tout sentinelle des sports de nature, donc qui est un outil de veille sur les sites de pratique pour identifier les problématiques qu'il peut y avoir, est utilisé par quasiment 100% d'entre eux, puisque 96 départements l'ont utilisé. Donc là, ça se décline aussi par une offre qui maintenant est bien repérée dans les collectivités, notamment on sait que sur l'appui des quelques fédérations qui travaillent sur l'itinérance et puis des collectivités, presque 200 000 kilomètres aujourd'hui qui sont d'itinéraires qui sont labellisés, entretenus, valorisés par ces acteurs-là. Donc ils sont un vrai patrimoine qui est hérité aussi des PDPR, donc des plans départementaux de promenade de randonnée que vous connaissez mieux que moi, qui étaient les ancêtres entre guillemets de ces DESI qui sont maintenant sport de nature. On voit aussi, et là c'est pas négligeable, un impact fort sur les politiques d'aménagement, puisque dans les fonds européens de développement régionaux, donc le FEDER, sur la dernière programmation, on a recensé au niveau national plus de 100 projets sport de nature qui ont émargé à ces projets. Et puis enfin, un effet peut-être un peu plus récent, ou en tout cas qui semble émerger plus fortement depuis maintenant 5-6 ans, c'est la structuration de territoires organisés autour de l'offre de sport de nature et vraiment sur une organisation qui est transversale avec des concepts, alors soit de stations sport de nature ou de pôles pleine nature, et qui en tout cas
pour nous, renforce aussi comment dire, le rôle de politique publique sur les lieux pratiques et qui a permis aujourd'hui à des territoires de revendiquer une identité sport de nature qui est à une échelle plus locale, que ce soit sur une volonté, on va dire, de destination touristique ou de bien-être des habitants. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, ce premier axe, le pilier quand même de la politique sport de nature, qui consiste à s'assurer de la pérennité des lieux pratiques pour pouvoir assurer un développement territorial équilibré derrière. Second axe qu'on a évoqué tout à l'heure, la pratique sportive de qualité. Donc, on l'a déjà vu ce matin, mais elle repose en grande partie sur une offre fédérale qui est bien développée. Près de 30 000 clubs qui aujourd'hui s'adressent à ces sports de nature, avec une représentation par contre 2,4 millions de licences qui a été évoquée par les collègues statisticiens ce matin, qui finalement n'est pas représentative de l'ensemble des pratiquants, qui sont plus de 10 fois plus nombreux. Une action qui est importante dans les politiques publiques, c'est la politique publique en faveur de l'emploi. Là, la France figure un peu d'exception, puisque en 2015, on recensait plus de 50 000 éducateurs sportifs dont le métier était de travailler dans l'encadrement des sports nature. C'est une situation qui est assez unique, avec notamment, puisqu'on observe ça depuis 2005, une augmentation de ce qu'on appelle le taux d'activité, c'est-à-dire que sur les presque 60 000 éducateurs sportifs qui sont en France, il y en a 70% qui sont actifs dans les sports nature. Alors qu'au début, c'était quasiment 10% de moins. Donc on a à la fois une augmentation du nombre et aussi une augmentation du taux d'activité, ce qui montre que c'est aussi un levier de développement de l'emploi et qui d'ailleurs est soutenu dans vos clubs grâce aux aides qu'on pouvait retrouver dans le CNDS et qui vont certainement se décliner dans l'Agence nationale pour le sport. Troisième axe, je passe un peu vite là-dessus parce que l'idée c'est plus d'aller sur la synthèse. Donc sensibiliser les pratiquants et développer la pratique. Donc ce matin on a eu des stats très précises avec près de 30 millions de Français depuis 15 ans qui pratiquent ces activités. Une étude qu'on avait fait aussi avec l'Université de Lyon en 2016 montrait qu'il y avait plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par ces activités. Donc c'est aussi une activité économique qui commence à peser. Et si on fait un focus sur la pratique jeune, vous voyez que finalement c'est presque la moitié des licences en sport de nature concernent des jeunes, puisqu'on a 940 000 licences. Une présence dans les sections sportives aussi qui est assez bien représentée avec 15%. Par contre, ce matin, on a eu le débat avec le collègue de l'éducation physique et sportive. On a fait un séminaire, un colloque avec l'enseignement agricole et l'éducation nationale en 2015, qui relevait qu'au sein de leur offre, dans les 5 compétences donc, de l'EPS, il y a la compétence liée aux activités en nature. Et malheureusement, l'offre qui est proposée en EPS ne représentait que 7% de la réalité de pratique. Donc il y a encore des leviers, je pense, à activer. Et puis on constate aussi, côté accueil collectif de mineurs, une baisse importante que connaissent bien les collègues de la GEPA. Dernier axe, on l'a évoqué tout à l'heure, l'organisation des sports de nature par milieu. Alors je dirais que peut-être sur les 4 axes de la politique publique qui a été initiée par le ministère des Sports, c'est celle-là qui, à mon avis, de mon point de vue, la moins aboutie, alors qu'on a quand même, Brice et Geoffrey le rappelaient ce matin, des pratiquants qui sont des pratiquants multi-activités, souvent dans un même milieu, mais qui vont pratiquer plusieurs activités. Et donc on est quand même avec une grande dominante des sports terrestres, puisqu'ils représentent plus de 2 tiers des pratiquants. Donc là, il y a peut-être encore des corrélations plus fortes à rechercher entre ce que font les pratiquants et la manière dont on est organisé en termes d'offres de pratique. Une corrélation qui est forte aussi entre la multi-activité et le taux de pratique. Alors, il y avait un exemple qui a été cité par l'Eurobaromètre en 2015 qui montrait qu'un des pays les plus sportifs en Europe, c'était le Danemark, et qui était aussi un des pays qui avait la plus grosse pratique multisport, en tout cas organisée par les collectivités et par les fédérations avec une approche multisport. Donc, c'est quelque chose aussi que le réseau Sport Nature a essayé de développer avec le guide pratique multisport pour les jeunes qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appuie aussi sur les savoirs fondamentaux des sports nature développés par l'UFOLEP et d'autres. Donc moi je pense qu'il y a encore aussi là un levier à activer, comment on est plus multi-actif dans l'offre pour mieux coller à la demande des pratiquants qui, on l'a vu encore une fois ce matin, veulent pouvoir pratiquer plusieurs activités. Je ne vais pas décliner les chiffres qui sont derrière, mais c'est la même étude qui a été faite en 2016 qui montrait un petit peu aussi les grandes pratiques par milieu ou par famille d'activités, qui rejoignent les chiffres qui ont été présentés ce matin, mais
on ne va pas tous les décliner. Alors si on vient plus sur maintenant ces pratiques outdoor, comment elles contribuent à des politiques plus larges, je pense qu'il y a eu une bascule dans l'année 2010-2012 où on est passé d'une politique au sein du ministère des Sports qui était très orientée sport de nature à plutôt maintenant comment les sports de nature contribuent à l'augmentation de la pratique des sports en France. Donc, ce qu'on a évoqué ce matin, ça a été repris récemment maintenant avec un objectif pour 2024 d'augmentation de 3 millions de pratiquants. Donc pour atteindre cet objectif avec les Jeux Olympiques qui arrivent en France. Et on a vu que les sports outdoor qui concernaient 2/3 des Français pratiquants pouvaient être un levier intéressant. Et ça avait été aussi initié, on va dire, dès 2012 avec une politique très axée sur le sport santé et aussi sur l'activité physique. Il y a eu dans cette bascule que j'évoquais tout à l'heure où on est passé des politiques très sport de nature à une politique plus globale. C'est aussi retrouvé sur un glissement du sport vers l'activité physique. Et si on lit aussi tout ce qu'il y a au niveau européen aujourd'hui, dans la politique sportive européenne, on parle beaucoup d'activité physique. Donc on est bien cette notion de mise en activité qui se traduit, donc vous le voyez en dessous, sur la semaine européenne du sport où le leitmotiv c'est Be Active. Donc maintenant c'est vraiment le premier levier de la politique européenne du sport, c'est vraiment mettre les gens en activité. Et ce qui est rassurant peut-être aussi pour une activité, c'est que depuis 3 ans, dans la semaine européenne du sport, dans les 4 priorités qui sont identifiées, il y a bien une priorité outdoor, comment on développe les pratiques outdoor pour rendre les gens plus actifs. Mais on est dans la sémantique qui a été évoquée ce matin dans les recherches, sur une vision plus large que nos sports de nature, tels qu'on les entend ici en France. Alors, quelques éléments de synthèse de ce qu'on a entendu depuis ce matin. Alors, peut-être que Francis complétera derrière. On a relevé ce qu'on avait entendu ce matin, mais aussi ce qu'on a entendu à l'atelier. Donc j'ai participé à un seul atelier cet après-midi, donc forcément, il y aura peut-être des manques. Donc plus que l'activité, c'était très bien relevé dans l'intervention de Pop Rock. Ce qui paraît être vraiment un levier à valoriser, c'est le dehors. C'est comment mettre les gens en activité dehors. Donc voilà, j'ai bien aimé l'accroche demain tous dehors. Et pour faire un clin d'œil à des opérations du réseau Sport Nature pour les plus anciens, en 2010, le ministère des Sports avait lancé une campagne qui s'appelait Sport de Nature tous dehors. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Au-delà de l'activité, comment on génère de la pratique à l'extérieur qui, au-delà de toutes les valeurs qu'on peut y voir, à mon avis, a du sens par rapport à la santé. Depuis 2005, les Américains ont travaillé pas mal là-dessus et ont révélé ce qu'ils appellent le syndrome de manque de nature, qui aujourd'hui se traduit vraiment par des maladies très précises. Et le fait d'être enfermé, de ne pas être en contact de manière active avec la nature, génère des maladies chroniques contre lesquelles on peut lutter facilement avec nos activités. Donc ça, c'est le premier élément fort qui m'a semblé ressortir ce matin et autour duquel, à mon avis, on peut se retrouver. Mais ça veut dire qu'on accepte aussi peut-être d'avoir une vision des fois moins sportive que celle qu'on pourrait avoir pour des pratiquants militants qui sont en fédération au ministère des Sports. Et c'est déjà le simple fait de sortir les gens et de les mettre en activité, c'est un effet à valoriser. Je crois que ce matin, en diaporama, il y avait aussi un exemple qui était pris sur le Danemark, où 20% des écoles se faisaient au niveau primaire, au niveau maternel, en extérieur, et déjà ça fait un bienfait. Seconde idée qu'on a retenue, c'est aussi le fait que les jeunes notamment, mais aussi les adultes, sont attirés par une activité collective. Donc comment on retravaille dans les offres d'outdoor sur l'aspect communautaire qui est important, qui va se retrouver dans les pratiques digitales où justement les gens, ça a été très bien décrit ce matin, mais faire des images autant pour les montrer que pour pratiquer. Et puis, c'est donc toutes des incidences en style de vie qui est valorisé par ces images. Donc ça, je crois que là aussi, c'est du point de vue des clubs, en tout cas, et des collectivités locales, comment on peut mieux valoriser l'effet fédérateur de nos activités. Un enjeu, alors qui là, pour le coup, me paraît encore loin d'être atteint, c'est l'accessibilité. On reste, Brice l'a souligné ce matin souvent, on reste sur l'activité qui concerne quand même toujours les mêmes personnes, les plus favorisées, les CSP++. Donc il y a vraiment un enjeu au niveau social de pouvoir engendrer la pratique quotidienne, en tout cas régulière, pour toutes les catégories sociales, et aussi un enjeu de proximité géographique, puisque la plupart des pratiquants sont en zone urbaine. Donc comment on arrive aussi à générer de la pratique dehors, ça a été bien décrit ce matin aussi, tout proche de chez soi, même en espace urbain. Et puis enfin, dans ces ressorts transversaux qui ont été évoqués ce matin aussi,
l'enjeu de la pratique éducative. Plus on pratique jeune, plus on va pratiquer longtemps. Et donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait dans les diapos précédentes. Comment relancer, inciter des politiques éducatives volontaristes qui vont mettre les gamins en activité dehors. Il y a quand même un déficit aujourd'hui et une facilité, alors pour les aspects sécuritaires, mais aussi des aspects occupationnels, à garder les gamins à l'intérieur et finalement pas prendre le risque de les sortir. Donc là, il y a quand même un enjeu qui est fort et qui dépasse largement le ministère des Sports. Sur ce qui a été entendu cet après-midi sur l'atelier, alors sur d'abord le premier atelier qui concernait les pratiques autonomes et les fédérations. Donc on avait une présentation de Fédération française de canoë-kayak et d'athlétisme. J'ai retenu de manière globale une double stratégie de ces fédérations. Une première stratégie qui consistait à se retourner vers d'autres opérateurs, qu'ils soient marchands ou d'autres fédérations, ou des organisateurs d'événementiels, voire l'équipementier. Donc comment la fédération pouvait jouer un rôle de fédérateur par sa légitimité technique et historique sur l'activité, et donc du coup amener des services ou capitaliser des moyens avec ces autres opérateurs. Et la seconde stratégie qu'on a vue, qui était menée en parallèle, c'est comment étoffer l'offre de services aux pratiquants. Donc là, on a eu pas mal d'exemples qui étaient intéressants, avec notamment une stratégie digitale d'application dédiée développée par les fédérations. Donc les deux fédérations qui étaient travaillent là-dessus, mais on sait que c'est quelque chose qui se retrouve dans de nombreuses fédérations. Et aussi surtout la création de nouveaux produits. Donc là, c'est à mon avis une évolution récente quand même du passage de produits traditionnels pour le licencié vers des produits qui étaient pour le pratiquant. Et la sémantique est importante. On a entendu des fédérations qui parlaient de pratiquants qui n'étaient pas forcément licenciés, mais qui étaient des gens qui étaient malgré tout, de manière ou d'une autre, adhérents à la fédération. Donc j'ai mis quelques éléments de ce qu'on peut retrouver avec des vocations soit d'entraînement, soit de fitness, qui étaient développées par ces deux fédérations qui étaient parmi nous, mais qui se retrouvent aujourd'hui sur l'ensemble des fédérations. Dans notre atelier, donc, ce qui nous a été rapporté sur les territoires, donc l'action des territoires pour mobiliser les pratiquants, on a retenu deux idées fortes. L'aspect incitatif des collectivités pour éclairer sur les bienfaits de la pratique, mais aussi pour communiquer sur la réalité de la pratique. Et donc comment, par exemple, un territoire va communiquer sa pratique sportive, qui n'est pas forcément la pratique rêvée, fantasmée sur des vidéos, et qui est vraiment communiquée sur la pratique réelle, organisée. Donc voilà, c'est toujours un dilemme entre les représentations qui pourraient être données par l'activité et puis la réalité qui est sur les territoires, et qui se veut aussi évoluer vers une offre de qualité qui est supportée par les collectivités. Et puis enfin, un nécessaire travail de recensement des sites. On l'a évoqué ce matin, il existe donc les plans départementaux mis en place par les conseils départementaux, un recensement national au niveau du ministère des Sports, mais malgré tout, il semblerait quand même qu'il y ait un manque de référencement de ces sites pour pouvoir après structurer une offre et être incitatif vis-à-vis des publics visés. Donc il y a encore des choses à améliorer sur le référencement des pratiques. Enfin, sur le dernier atelier, donc, avec les présentations de ce travail de Visio Rando sur les objets connectés et l'organisation des pratiques, on a retenu deux idées clés. Il n'y a pas d'opposition entre les objets connectés et la pratique, et même au contraire, il semblerait que les pratiquants qui utilisent des applications connectées sont des pratiquants qui pratiquent de manière assidue. Alors après, il faut se méfier, ça dépend aussi des types d'applications qui sont concernées, parce qu'il y a des applications qui vont viser des publics beaucoup plus sportifs. Mais en tout cas, il y a un effet motivationnel d'utiliser une application qui est dédiée à sa pratique. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, puisqu'on est souvent dans des lieux communs à opposer aujourd'hui le temps passé derrière les écrans et la pratique sportive. Et finalement, il semblerait que lorsqu'on a des applications dédiées à la pratique, c'est au contraire un levier de motivation pour pratiquer encore plus. Et puis bien sûr, le second levier qui a été identifié, c'est comment, à partir de ces données qui sont collectées par multiples opérateurs, qui ont l'avantage d'être très nombreuses, très précises, et surtout très représentatives de la pratique réelle, parce que pour le coup, les traces qui sont enregistrées révèlent vraiment ce que pratiquent les gens. Donc comment ces données-là peuvent servir pour avoir une meilleure gestion publique des espaces, et donc notamment
travailler sur l'utilisation de ces données pour être un outil de gestion des espaces qui jusqu'à présent n'existait pas. Voilà en synthèse ce qu'on a retenu. Il y a forcément des oublis, on le lit avec notre prisme, mais c'est ce qu'on a retenu cette journée au sein de l'équipe du pôle ressources. Et donc j'ai passé la parole à Francis qui va poursuivre sur la poursuite de la politique publique par rapport au sport de nature au sein du pôle ressources. Bien, rebonjour. Je ne vais pas vous faire la lecture complète de la diapo que vous avez sous les yeux, mais effectivement, sur les bases que l'on vient d'évoquer, les réflexions qui vont mûrir dans les heures et dans les jours qui viennent, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Alors déjà, le premier point, c'est de constater que nos organisations ne sont pas immuables, nos centres d'intérêt, la façon dont les usagers ou les pratiquants, les adhérents accèdent aux activités, ces conditions évoluent et donc il faut regarder les choses en face. Ça impose qu'effectivement nous évoluions et nous changions parfois un peu la façon dont nous agissons. Un des aspects, on l'entend dans la sémantique, hein, on est doucement en train de glisser de sport de nature vers l'outdoor. Alors, on peut s'interroger sur l'anglicisme, on peut s'interroger sur la définition, comme on l'a fait ce matin. Et on a pu noter qu'Emmanuel avait amené une version différente de celle qu'on avait entendue jusqu'à présent. Mais voilà, et je pense qu'on doit s'interroger ensemble sur le spectre des activités que l'on doit accompagner. En tout état de cause, et la composition de l'assistance le montre, cette évolution, elle s'accompagne d'une révision ou d'une réinterrogation permanente des membres. Alors quand je dis membres, il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'adhésion. La composition des réseaux, des types d'interlocuteurs qui travaillent ensemble, et ce réseau s'élargit. Ce réseau il s'élargit puisqu'effectivement, les raisons pour lesquelles nous avons à travailler ensemble intègrent des questions de mobilité, des questions de santé, prochainement, très nécessairement, des questions de changement climatique. Et ça nécessite que ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire un réseau qui était initialement constitué principalement autour de questions de sport, d'environnement, de tourisme et de collectivité, intègre au fur et à mesure d'autres acteurs, et c'est bien normal. C'est la raison pour laquelle il faut que ça s'accompagne par un petit changement de vocabulaire. Alors, la façon dont ça se traduit pour nous, alors quand je dis nous, y compris si j'ai marqué pôle ressources et des orientations stratégiques, mais c'est bien ce que l'on mène ensemble, tous à notre échelle, c'est d'avoir une identité, poursuivre le même sens de l'action en faveur du développement des activités. Et donc, d'un point de vue structurel, je vous laisse faire la lecture des orientations qui fondent l'intervention du pôle ressources nationales, mais c'est surtout ces interventions qui nous permettent, un certain nombre de fois dans l'année, de nous rassembler sous ce format ou sous d'autres. Bien évidemment, même si nous sommes plutôt, on va dire, dans une logique qui a été initiée et qui est continuée sous l'égide du ministère des Sports, il y a d'autres politiques publiques qui sont impactées. C'est bien à nous, ensemble, de regarder quelles sont les combinaisons, quelles sont les cohérences que l'on peut trouver entre elles. Et ça se traduit quotidiennement par un certain nombre de dossiers, par un certain nombre de sujets dont vous pouvez être à la fois les contributeurs, à la fois les défenseurs, à la fois en action de les décliner sur les territoires, et vous pouvez aussi être à la base, à la remontée d'informations que vous présentez sur le terrain et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement partagé entre l'ensemble des membres, et c'est votre rôle d'alerte pour de façon à nous interroger sur l'émergence de telle situation ou la nécessité de résoudre tel problème. D'un point de vue simple, basique, lisible, vous connaissez un certain nombre de productions que l'on met en circulation, je ne vais pas les passer de façon exhaustive. Dans les semaines qui viennent, vous devriez voir apparaître une enquête mieux connaître les moniteurs de cyclisme. Donc elle enrichira des productions que vous avez déjà vu passer. Si ce n'est pas le cas, tout est en ligne sur le site internet sportdenature.gouv.fr. Vous pouvez vous y référer, l'utiliser, le promouvoir, il n'y a pas de souci, au contraire.
D'autres dossiers sont ouverts auxquels l'un ou l'autre participait déjà. Donc, on a évoqué ce matin la question des pratiques jeunes. Bien entendu, c'est un dossier qui reste ouvert et qui le sera très probablement pendant un certain temps. La question de la connaissance des pratiquants, on est purement dans l'objet de la journée. C'est effectivement également un dossier que l'on ouvre, y compris avec une valence de la géolocalisation qui a été également abordée dans un des ateliers cet après-midi. Dans quelques jours ou semaines, c'est à peu près la même chose, on devrait voir, sous-entendu, c'est à relativement court terme, on devrait voir apparaître une enquête à destination des politiques départementales qui risque d'être le prémisse à une enquête sur les politiques des collectivités, et sous-entendu d'autres niveaux à impacter, y compris si pour l'instant la compétence elle est bien à l'échelon départemental. Donc ce sont bien ces dossiers, et la liste n'est pas exhaustive, ce sont bien ces dossiers que nous menons ensemble et qui derrière peuvent être déclinés, utilisés localement pour des raisons d'urbanisme, pour des raisons de mesure de la pratique, etc. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que nous nous retrouverons nécessairement sur un certain nombre de ces dossiers dans les semaines qui viennent. Avant de vous donner rendez-vous, puisqu'il me reste 2 minutes, alors je pense que je vais utiliser un tout petit peu plus que mon temps de parole, mais je vais essayer de ne pas faire beaucoup plus. Avant de nous donner quelques rendez-vous à venir, il me semble nécessaire de faire une parenthèse et de revenir sur une interrogation ce matin, c'est-à-dire savoir les Hauts-de-France, les sports de nature, est-ce que c'est vraiment légitime? Je pense qu'aujourd'hui, on a la démonstration que le site s'y prête, les exemples s'y prêtent, les compétences y sont. Et je ne peux que me tourner vers 2 interlocuteurs qui sont en face de moi, qui sont parmi vous des interlocuteurs de référence. Donc Jérémy Decroix, je pense que vous pouvez l'applaudir parce que c'est lui qui... Sans lui, vous ne seriez probablement pas réunis ici aujourd'hui. Merci. Et derrière lui, bien entendu, il y a une équipe. Je crois qu'ils sont cachés au fond pour certains. Mais bon, voilà. L'ensemble des équipes du conseil départemental est remercié par la même occasion. Valérie Olivier, qui est en face de moi, qui anime le réseau des acteurs des sports nature à l'échelon Hauts-de-France, est également un des piliers, une des chevilles ouvrières des réseaux qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Je pense que... Et bien entendu, quand on s'engage dans ce genre d'exercice, c'est une machine à générer de la frustration pour tous ceux que je n'aurais pas cités. Donc je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Bien entendu que si vous êtes présent, c'est que vous jouez un rôle actif et je vous en remercie. Pour mener une opération de ce type, il faut un lieu d'accueil, il faut aussi une équipe d'organisation. Donc l'équipe d'organisation, elle est entre autres également constituée de quelques-uns des agents du pôle ressources nationales des sports nature. Il y en a quelques, donc ils sont dans la salle. Je pense qu'on peut les remercier et en particulier le chef de l'équipe aujourd'hui sur cette opération, c'est Christophe Martinez. Je pense qu'il mérite. Voilà, c'est toujours un exercice de mener hors sol, en dehors de notre base de vie qui est implantée un peu plus au sud, une opération comme ça. C'est à chaque fois une expérience unique et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Et c'est avec grand plaisir surtout que nous vous rencontrons, nous vous voyons, on apprécie les convergences qu'on peut avoir entre les dossiers. Et donc je vous remercie et je pense que vous pouvez vous applaudir pour vos contributions, votre présence et l'activité que vous menez en permanence autour des sports nature. Ceci étant dit, et pour rester dans le temps imparti, dans les heures ou dans les semaines qui viennent, que peut-il se passer pour donner suite à cette journée? Bon, on va mettre en ligne les travaux, puisque bien entendu, vous avez assisté à un atelier, il y en avait 2 autres, vous pourrez très prochainement récupérer et ce qui s'est fait dans ces ateliers et ce qui s'est fait ce matin. Pour ceux qui l'ignoreraient, nous avons 2 lettres électroniques auxquelles vous pouvez vous abonner. Au-delà de vous abonner, parce que c'est probablement déjà le cas, vous pouvez également inciter vos pairs, vos collaborateurs, vos collègues à s'y inscrire, puisque c'est aussi l'occasion de diffuser ce que vous faites. Ça contribue à la connaissance commune que l'on peut avoir des activités. Donc, sur le site sportdenature.gouv.fr, vous pouvez vous inscrire et à la lettre mensuelle d'information et à la veille juridique. Il y en a 2 par mois qui vous permettent de vous tenir au courant de l'actualité autour des sports de nature. Ensuite,
Sans nous projeter trop longtemps dans le temps, j'attire votre attention sur le fait que nous organisons aujourd'hui donc la 13e journée technique du réseau, que la 14e est programmée le 14 novembre à Lyon, ce n'est pas dans si longtemps que ça, et elle portera sur l'outdoor dans la ville. Et quelques jours auparavant, je fais un clin d'œil puisqu'en fait Emmanuel Graveau, qui a participé aujourd'hui à l'animation et aussi aux manettes d'une opération qui a lieu à Chambéry. Alors j'ai noté le 21, mais c'est 20-21 de mémoire, Emmanuel. Hein, voilà, c'est 20-21 novembre, Outdoor Expert Forum. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner, vous inscrire, ou en tout cas regarder ce qui se passe sur cette opération. Bien entendu, je ne vous quitterai pas sans vous donner rendez-vous. Alors, le rendez-vous n'est pas précis puisque sur 2020, on n'a pas encore arrêté thème et date, mais voilà, vous pouvez noter que bien entendu, nous nous retrouvons sous un certain nombre d'opérations et en particulier des journées techniques de ce type-là en 2020, bien entendu. Et je m'arrête à 2020, mais on peut se dire qu'en 2021, en 2022, bien entendu, nous serons également encore ensemble autour de la table. Voilà. Je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions. Et pour finir, je pense que les intervenants de la journée devraient nous permettre de clôturer cette journée sous les applaudissements. Je me tourne vers un certain nombre d'entre eux. Franchement, merci pour votre présence et votre participation.